Madame, Monsieur, bonsoir. L'émission économique de dizaines de pays se succèdent dans les provinces du sud marocain. Et à la veille de la célébration de la Marche verte, c'est l'occasion d'un question d'actu de revenir sur cette métamorphose du Sahara marocain, née de la volonté d'en faire une véritable vitrine d'un Maroc qui nourrit de grandes ambitions de développement durable et d'égalité sociale pour l'ensemble de ses régions. Projets structurants, plan de développement et stratégie sectorielle, rien n'a été laissé au hasard. Et depuis ce 7 novembre 2015, quand Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi à l'Aïoun du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, le taux d'avancement des projets dépasse les 70%, sans oublier que le budget dédié aux 700 projets programmés dans le cadre de ce programme, eh bien, ce budget a été revu à la hausse. Les fruits, bien sûr, de ces efforts commencent à se voir, tant par l'attrait d'investisseurs tous azimuts que par la qualité de vie des populations. Et c'est ce qu'on va analyser ce soir, mais on va également prospecter en compagnie de mes invités distingués par duplex depuis Rabat, professeur Abdellah Moutaki, le secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines, mais également membre du Conseil économique, social et environnemental. Il a participé à l'élaboration du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. C'était en avril 2013. Également avec nous en duplex, Amine Laridi, expert international en diplomatie économique. Et par Skype, j'ai le plaisir également de recevoir Madame Mahjouba Daoudi, présidente du Sahara Media Center for Studies and Researches. Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être avec nous ce soir dans Questions d'actu. Je vais quand même commencer avec un petit rappel des fondements historiques du processus de développement socio-économique des provinces du Sud. Ce sera avec vous, Amine Laridi. Bonsoir Madame Ihsan, toujours un plaisir d'être des vôtres et d'autant plus quand c'est une aussi noble et aussi glorieuse occasion que celle-ci. La souveraineté nationale sur le Sahara marocain est une histoire de continuité, c'est un continuum. Le royaume du Maroc est riche de 1400 ans en tant qu'État. Il est riche d'ascendants millénaires également. Et le Sahara marocain a toujours été et sera toujours une partie intégrale, intégrante de notre territoire, de notre continuum économique sous la souveraineté marocaine. Inutile en fait de revenir très loin dans l'histoire, mais au fur de mes voyages où j'ai eu le grand honneur de parler de notre cause nationale, aussi bien en Amérique du Nord, latine, en Afrique, en Asie, je me suis rendu compte, quand on parlait d'une histoire commune, ça expliquait. Alors faisons en fait cet exercice avec déjà nos jeunes, notre nouvelle génération, notre jeunesse marocaine, faisons aussi cet exercice par rapport à nos chers amis qui nous suivent en Afrique et ailleurs. Déjà, pour choisir en fait dès 1600, la date de création de la Compagnie britannique des Indes, on remarque que sur tous les manifestes en fait des bateaux de cette importante structure britannique, l'Angleterre, je le rappelle, était la principale puissance mondiale à l'époque. Elle a été pendant 2 à 3 siècles. Cette compagnie, tous les manifestes en fait, ou la majorité des manifestes faisaient appel ou parlaient en fait d'une escale au travers en fait des différents ports du Royaume du Maroc pour du ravitaillement, mais aussi pour aussi du commerce et du trade en fait local sur leur route des Indes, mais aussi au retour. Ils parlaient de ports où ils étaient bien reçus, et donc en fait de paix. Il y avait déjà en fait de l'investissement économique qui était fait à l'époque. Ils parlaient aussi en fait d'opportunités économiques mutuelles. La même chose, on la retrouve dans la VOC, dans la Compagnie hollandaise des Indes, qui était en fait la deuxième plus grande compagnie du monde. C'est des multinationales, c'est des mastodontes qui avaient même leur souveraineté sur certains territoires, donc qui a été créée à partir de 1602, et même en remontant l'histoire jusqu'à la compagnie McKinsey qui a été créée en 1875 et qui avait pour nom justement la compagnie de la Northwest Africa. C'est-à-dire déjà à l'époque le Maroc était considéré par tous, y compris par les géants du monde, comme étant en fait le principal hub non seulement en fait du continent africain, nous le savons avec fierté, mais aussi de la Méditerranée, et qui reconnaissait aussi en fait cette souveraineté marocaine sur les eaux territoriales marocaines, mais aussi sur tout le territoire marocain. Et je rappelle que la compagnie McKinsey, elle a même ouvert un comptoir commercial et même de manufacture en face en fait sur une île rocheuse en face en fait de Tarfaya, et qui allait par la suite être traduit sous la colonisation espagnole au nom de Casamari, qui est connu toujours par ce nom. Donc la colonisation elle a traduit pour laisser sa marque, mais le territoire a été et sera toujours marocain. Donc on peut voyager aussi très rapidement dans l'histoire jusqu'à la triste conférence d'Al Jazeera, ce que nous connaissons tous au début du XXe siècle, la première décennie du XXe siècle, et où les puissances coloniales
colonialistes à l'époque européenne ne pouvaient pas en fait tolérer qu'un pays qui est à une dizaine de kilomètres de leur territoire soit toujours là, soit toujours souverain, soit toujours fort, soit toujours prospère, et plus aider ses voisins et aider déjà d'autres pays africains à la lutte contre la colonisation. Ils ne pouvaient pas le tolérer, donc il y a eu lieu la conférence d'Algésiras qu'on connaît tous. Notre pays a été colonisé par plusieurs puissances mondiales, la France au centre, l'Espagne au nord et au sud, et une coalition internationale autour de la ville de Tanger. Mais malgré ça, malgré cette colonisation, que je dirais multinationale, notre pays a continué à lutter unis autour de ses rois, unis autour de Feu Sa Majesté Mohamed V, du sud, du Sahara marocain jusqu'au nord. Et nous gagnâmes aussi notre indépendance dans la continuité. Nous gagnâmes aussi notre indépendance partie par partie. 1956, le centre en fait de la colonisation française, une partie en fait le nord déjà par la suite en fait de la colonisation espagnole. Et la lutte continuait par tous les moyens diplomatiques, politiques et tous les moyens disponibles. Et je souligne tous les moyens pour aussi recouvrir notre indépendance au sud du royaume du Maroc. Et en 1962 déjà, le royaume a déposé une motion spéciale auprès de l'ONU pour mettre fin à la colonisation espagnole. Nous fûmes les seuls, parce qu'il n'y eut personne d'autre et ce territoire a toujours été sous la souveraineté nationale, uni par les liens de la Béa, uni des liens qui sont sacrés, qui sont politiques, mais qui sont aussi en fait une allégeance devant Dieu, une allégeance en fait qui est sacrée au fur de l'histoire du peuple marocain autour de ses rois. Donc, et en 1962 déjà, quand on l'a déposé, il faut se rappeler qu'en face, on n'avait pas l'Espagne d'aujourd'hui, on avait une Espagne qui était dirigée par le général Franco, dont les Espagnols eux-mêmes disent que son idéologie était une idéologie militariste et une idéologie qui est fasciste. Et avec cela, il fallait avoir beaucoup de courage pour le faire. Et notre courage, nous le tirions de la justesse, de notre justa causa, pour utiliser un terme latin, un terme de droit, une cause qui est juste, qui l'a toujours été. Et on a déposé, on a assumé, et nous assumerons toujours, parce que ce territoire sera toujours le nôtre. 20, bien sûr, 1975, la date... Voilà, justement, si on pouvait... Amine Laridi, justement, si on pouvait démarrer de là, parce que c'est fort intéressant de vous suivre toujours, hein, je vous le répète à plusieurs reprises dans le cadre de cette émission, mais si on commençait à partir de 1975 et le début de la métamorphose socio-économique, donc on a eu avec vous cette entrée en matière historique, mais à partir de 1975, comment cette métamorphose a été opérée sur plusieurs étapes, bien naturellement, mais comment tout cela a commencé? Avec beaucoup de plaisir. Déjà, la marche verte elle-même était un grand investissement social et économique, déplacer ou permettre à 350 000 volontaires, je le rappelle, marocaines et marocains de tout âge, de toutes les régions du Maroc, de descendre et de franchir des lignes de barbelés militaires. C'était tout un exercice logistique, c'était tout un exercice de mobilisation humaine et économique. Et à partir de ces 350 000 ont franchi, comme on le sait tous, avec je ne dirais pas uniquement, mais riche de leur amour pour leur roi, pour leur pays, pour leur patrie, et qui s'exerçait par la symbolique de porter ce drapeau marocain rouge et vert, et aussi de porter en fait le Coran, riche de leur foi en Dieu et de la justesse de leur cause. Donc on a franchi dans la paix, on a franchi pour bâtir dans la paix, on a franchi aussi, et cette marche a été verte non seulement pour la notion de paix, mais aussi pour cet espoir qu'on avait par rapport au futur. Et depuis, le Sahara est devenu verdoyant en fait de par les investissements qui ont été faits, parce que récupérer un territoire qui a souffert du sous-développement sous la colonisation, il fallait traduire et transformer des hameaux et des casernes militaires délabrées en de nouvelles villes modernes au milieu du désert, avec l'euro, avec leur électricité. Il fallait traduire des sentiers en plein désert en des routes modernes. Il fallait aussi bâtir là où il y avait de simples criques, il fallait bâtir en fait de nouveaux ports. Là où il y avait des pistes de sable, il fallait bâtir des aéroports. Et avant tout, il fallait bâtir l'humain, il fallait bâtir la femme et l'homme. Comme on l'a bâti au nord, il fallait la bâtir aussi au sud, la femme et l'homme marocaine, parce que c'est notre véritable richesse. Cette marche, en fait, elle a continué et elle continue aujourd'hui, et elle connut en fait une escalade sans précédent, un apothéose réel sous le règne glorieux de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste. J'ai eu le grand honneur en fait d'être présent, et vous le savez, en fait en 2015 lors de l'anniversaire de la marche verte, où Sa Majesté a mené en fait
fait une visite royale historique aux provinces du Sud et au chef-lieu de l'Ayoun, du Sahara marocain. C'était un accueil déjà qui était des plus incroyables. Il y a une expression en arabe que j'ai envie de citer, Mandra Ali Sakaman Sameh. Nous étions dans une fête en fait en plein air. C'était la fête du patriotisme, c'était la fête de l'union du Sud avec le Nord. La population était en extase bien avant d'entendre le discours de Sa Majesté. Je vous laisse imaginer comment elle était après le discours de Sa Majesté. Oui. Nous allons revenir à ce discours, Amine Laridi. Nous allons y revenir. Donc, ça, c'était un discours, c'était le 7 novembre 2015. Nous allons revenir à présent en octobre 2013 sur cette chronologie que nous sommes en train de développer ce soir et d'analyser. Ce sera avec vous, Abdellah Moutaki. Donc, 2013, au plus exactement en octobre 2013, le Conseil économique, social et environnemental a publié un nouveau modèle de développement. Bien sûr, suite aux directives royales, un nouveau modèle de développement spécial province du Sud. Si vous nous parliez aussi de la genèse de ce nouveau modèle de développement, de ce projet qui a été mené par le Conseil économique, social et environnemental, par une équipe dont vous faisiez partie, et aussi les acquis depuis ce fameux octobre 2013. Bonsoir Madame Ihsan, merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous, être également parmi les deux. Je salue également les deux invités et revenir sur la genèse du nouveau modèle des provinces du Sud nous renvoie tous au discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lors de le 37e anniversaire de la Marche verte en novembre 2012. Et dans ce discours, il y avait 3 idées majeures que je vais rappeler pour cadrer la genèse du projet. D'abord, il y a cet engagement envers la régionalisation avancée en donnant la priorité aux provinces du Sud. C'est un point très important qui va cadrer tout le travail que nous avons fait au niveau du Conseil économique, social et environnemental, et puis qui va également se positionner comme un maillon et un jalon très important dans la planification de la gestion de la cause nationale par le Maroc. La deuxième idée, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est d'avoir demandé au Conseil économique, social et environnemental d'élaborer un nouveau modèle de développement de ces provinces, un modèle qui soit régional, donc dédié à ces provinces, qui soit également intégré et rigoureux et qui puisse être appliqué dans une large mesure. Donc ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième idée majeure, c'est d'avoir demandé d'adopter une démarche participative la plus transparente possible, qui fasse intervenir les populations. Donc il faut se concerter avec les populations, il faut faire appel à l'expertise nationale et à l'ensemble des forces vives du pays. Et c'est ce qui a été fait. Donc nous avons adopté une commission ad hoc qui a été créée au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Et nous avons adopté cette démarche participative qui est basée, c'est très important à rappeler, qui est basée sur un référentiel des droits nouvelle génération, à savoir droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Et c'était vraiment la ligne éditoriale de notre travail. Ce référentiel était également basé était en conformité avec la Constitution de 2011 et avec les engagements internationaux du pays. Et nous avons écouté 1500 acteurs locaux. Il s'agit des autorités locales, des élus, qu'ils soient parlementaires ou élus locaux, mais également nous avons écouté la société civile, les syndicats, les hommes d'affaires, les investisseurs, les experts, les chercheurs. Et donc c'était vraiment une démarche participative en amont qui a permis d'avoir cette appropriation des projets en aval. Et nous avons pu rencontrer ces acteurs à tous les stades d'évolution du projet, depuis le diagnostic et en toute transparence, depuis le diagnostic jusqu'à la restitution finale, en passant par des phases intermédiaires pour avoir également l'avis sur quelles seraient les recommandations de ce nouveau modèle pour les populations. Et donc, à la fin, nous avons tracé les perspectives ensemble. Donc, c'est vraiment le cas de le dire. C'est un nouveau modèle qui a été fait par les citoyens et pour les citoyens. Nous avons donc considéré ce nouveau modèle comme étant
un modèle de développement économique durable, donc le respect de la durabilité et du concept du développement durable sur le triptyque économique, social et environnemental, mais également en maximisant les impacts positifs sociaux et économiques et en minimisant les impacts négatifs, notamment sur l'environnement. C'est un nouveau modèle que nous avons voulu également inclusif, et dans le terme inclusion sociale, nous avons mis vraiment l'inclusion de tous les citoyens de ces provinces. Et également pour agir sur continuer à faire diminuer le taux de pauvreté qui est, on va le rappeler, il est plus bas que ce qu'on connaît dans les provinces du Nord, 3,3% contre une moyenne de 4,8% sur le plan national. Nous avons également tenu compte de la réduction des inégalités, qu'elles soient sociales ou territoriales, et puis faire de ces provinces un hub d'intégration à la fois et de renforcement de l'ancrage africain de notre pays. Un hub également pour un partenariat sur le pourtour méditerranéen en termes de potentialité verte, en potentialité naturelle et de ressources humaines dont recèlent ces territoires. Et puis également la façade atlantique. Et vous vous rappelez tous le dernier discours de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a demandé de faire de cette façade atlantique un lieu de développement bleu, un lieu de développement également très important et d'intégration qui doit s'ouvrir sur la façade atlantique du royaume. Et donc nous ciblons là aussi un hub d'échange et de partenariat avec l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Donc vraiment, je le redis encore une fois, vous l'avez bien dit, c'est un nouveau modèle qui vient en continuité de cette métamorphose que connaissent ces provinces, parce que depuis 1975, tous les indicateurs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, placent ces trois régions du Sud dans le top 3 par rapport aux 12 régions du Royaume. Donc nous avons les chiffres, ils sont publiés, et donc que ce soit sur le plan de l'investissement, sur le plan de l'emploi, mais il y avait des défis que ce nouveau modèle devrait relever, notamment en termes de ce décollage économique. Est-ce qu'on peut dire, Abdallah Moutsarki, que les recommandations, selon le CESE, les recommandations de ce nouveau modèle de développement des provinces du Sud, sont-elles toujours d'actualité depuis 2013 ? Elles sont toujours d'actualité pour la simple raison qu'elles tiennent compte de deux choses. D'abord, ce sont des recommandations qui émanent du terrain. Et donc les populations ont contribué à les façonner, à les développer avec nous et à les adopter par la suite. Et deuxièmement, c'est un nouveau modèle qui respecte les droits des populations, qui respecte les engagements internationaux du Royaume et qui respecte également les concepts du développement durable et de la soutenabilité des projets. Donc ils sont toujours d'actualité. C'est une première phase du développement parce qu'on avait scindé ce nouveau modèle en deux phases. Il est très important de le souligner. Dans une première phase, c'est ce qu'on est en train de faire. Il faut tirer le meilleur du plein potentiel que les provinces du Sud offrent aujourd'hui. Donc il y a les ressources naturelles, il y a la mise à jour de toutes les infrastructures, nous les connaissons tous et avec beaucoup de fierté, que ce soit sur le plan de la connectivité routière, aéroportuaire, mais également demain le port de Dakhla qui va transformer l'image de ces provinces. Nous allons en parler en détail plus tard. Pour cette intégration africaine. Vraiment, ils sont toujours d'actualité. Très bien. Parce que dans la deuxième phase, si vous permettez, dans la deuxième phase, il faut aller davantage dans des secteurs d'innovation, de développement de ressources génétiques, par exemple, de biotechnologie. Donc vraiment, nous sommes dans une trajectoire de croissance qui respecte les concepts de la durabilité avant de passer donc à une deuxième phase. Donc c'est vraiment un échelonnement par phase qui est en train de s'effectuer pour aller davantage dans cette transformation.
Donc on parle de transformation économique, mais aussi, et c'est le plus important finalement, de son impact social. Vous avez parlé, Abdallah Moutsaki, du terrain. Et justement, avec nous, une femme de terrain, Mahjouba Daoudi, qui je rappelle est présidente du Sahara Media Center for Studies and Researches. Bonsoir une nouvelle fois à vous, madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média TV. Bon, alors, l'impact social de tout cela, nous avons suivi avec nos experts cette métamorphose, ces changements radicaux, j'ai envie de dire, sur le plan économique. Qu'en est-il sur le plan social? Quel impact réel, concret, pragmatique sur les populations de ces régions? Bonjour, merci madame pour l'invitation. En ce qui me concerne, la perspective de laquelle je vais prendre ma réponse, c'est que c'est bien de faire des programmes, c'est bien de faire des initiatives pour le développement des régions sud, pour les ramener au niveau des régions nord, vu la séparation dans le temps du retour de ces provinces au royaume. Mais désolé. Donc, tout ce qui concerne les initiatives qui avaient été prises pour le développement des provinces du Sud se sont vraiment concrétisées sur le terrain, mais il reste que ces programmes-là n'effectuent pas dans l'immédiat. En ce qui concerne l'impact de ces programmes-là sur le terrain, on voit que les provinces du sud du Maroc sont maintenant, alhamdoulilah, au niveau des provinces du nord et sont encore arrivées à un niveau de développement qui dépasse de loin les villes nationales et africaines et internationales et certaines capitales africaines que nous avions l'occasion de visiter. Mais il reste encore à développer les opportunités de travail pour les jeunes parce que les chiffres officiels disent qu'il y a un taux de chômage très grand dans les provinces du Sud vu qu'il n'y a pas d'opportunités d'embauche, il n'y a pas d'usines, de plateformes comme il y en a sur Tanger ou comme il y en a sur plusieurs villes au Maroc. Donc il faudra encore insister sur les 3 points. L'éducation qui va amener les jeunes à avoir des opportunités, des diplômes et des spécialisations dans des domaines qui sont plus industriels, qui sont plus au niveau de répondre à la demande locale et publique, qui est en premier lieu donner l'opportunité aux jeunes d'avoir un travail, de les aider plus à l'auto-emploi, à l'auto-embauche. Entrepreneuriat. Donc, et aussi, oui, l'entrepreneuriat. Donc, on sent que ces programmes, ils sont faits pour une perspective un peu longue dans le temps, mais il faudra que ces programmes-là soient applicables et réalisable dans le court et l'immédiat la courte et l'immédiate durée pour que les gens puissent bénéficier de ce programme et de ne pas attendre de 2036 pour voir se concrétiser ces programmes-là. Donc les gens demandent de l'immédiat. Donc donner aux gens l'opportunité d'avoir la possibilité d'avoir un travail décent pour vivre décemment, et aussi il faut insister sur l'éducation et sur la médicalisation parce que le niveau des soins dans les provinces du Sud reste encore à désirer par rapport aux provinces du Nord. Justement, alors Amine Laridi, donc ce que vient de citer Mahjouba Daoudi est fort intéressant, surtout par rapport à, bon, on parlait de continuité, avec vous, une continuité que vous avez tellement bien développée, une continuité historique du développement économique et socio-économique de ces provinces du sud marocain. On vient d'avoir un petit retour du terrain, mais certainement il y a un processus de continuité, mais l'ordre des priorités a changé. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où, je me répète peut-être, cela rejoint aussi les besoins de cette population, tel que cela a été exprimé à l'instant par Madame Daoudi.
Écoutez, je suis un homme de chiffres, alors laissons les chiffres parler. En latin, on dit credo ut intelligam, il faut croire pour comprendre. Nous croyons, nous sommes sûrs, nous sommes unis autour de notre cause nationale. Alors je dirais vivo ut intelligam, vivons et regardons ce qui a été déjà fait. Alors déjà, j'ai 3 chiffres en fait essentiels que j'ai envie de partager avec vous. Le premier, 15 milliards de dollars d'investissement qui ont été faits par le Royaume du Maroc dans ces provinces du Sud pour justement permettre un développement qui est intégré, intégral, tout secteur confondu, autour de l'humain, par l'humain, fait par les Marocaines et les Marocains pour l'intérêt des Marocains et des Marocains. Et je détaillerai cela plus, mais je reviens, 15 milliards de dollars. Je rappelle que c'est plus de 10% du PIB national. Deuxième chose qui est très fondamentale aussi à retenir et qui est très essentielle, c'est le PIB par habitant. Je pense que c'est un chiffre qui parle de par soi-même. Et je rappelle que la province, ou plutôt la région de Dakhla, a le plus haut taux de PIB par habitant de tout le Royaume du Maroc, 86 000 dirhams par habitant, suivi par celle de Laayoune, 53 000 dirhams par habitant, et juste à titre d'information, Casablanca, elle est entre 50 et 51 000 dirhams par an. D'accord ? Donc je pense qu'on ne parle pas de rattraper le gap. Je pense qu'aujourd'hui, les provinces du Sud dépassent et même de loin beaucoup d'autres provinces et régions du Royaume du Maroc. Et c'est connu d'ailleurs, il fait bon vivre dans les provinces du Sud, Amin Laridi. Enfin, c'est connu absolument. Exactement, dans notre société. Et ça l'a toujours été, parce que je rappelle que c'est des provinces et nos sœurs et frères marocains du Sud sont connus au travers de l'histoire pour être des gens de nakhwa et de générosité, une valeur commune marocaine. C'est aussi des gens de commerce. D'ailleurs, c'était toute la quintessence de l'appel de Sa Majesté en 2015. C'était de faire appel à ces valeurs marocaines réelles, de générosité, de patriotisme, de création de valeurs, parce que bâtir en fait notre pays sur les 12 régions, y compris les régions du Sud, c'est automatiquement notre responsabilité à toutes et à tous. Donc, ce qui est bien, disons-le, et ce qu'on se doit de développer par aspiration et par amour envers notre pays et envers nos concitoyens, bâtissons-le et soyons partie prenante dessus, et non pas des observateurs. Donc, par rapport à ce qui a été fait, et notamment tout ce programme ambitieux de développement lancé, je le rappelle, en fin 2015, qui aujourd'hui est une réalité de terrain. C'est très important à comprendre. Nous sommes dans une région qui a été considérée comme longtemps, par les forces colonialistes, comme étant en fait désertique. Alors pour nous, ça a été toujours un continuum, mais je reviens sur ça. Ce n'était pas une région désertique. Nous habitions, notre population était là. Il y avait en fait des représentants du sultan sur place. Il y avait de l'aide qui était envoyée dans les périodes difficiles au travers de l'histoire, dans les périodes d'épidémie, dans les périodes aussi de famine, mais aussi une aide en fait aussi bien matérielle que militaire que physique pour contrer en fait la colonisation. Et aujourd'hui, on est fiers de cet héritage, mais on l'a dépassé. Et on a bâti en fait, on a écrit avec de l'encre d'or en fait les pages d'histoire. Nous sommes en fait dans une région aujourd'hui qui exporte des produits agricoles. Donc la marche verte aujourd'hui, elle a une autre dimension. C'est rendre en fait le Sahara marocain verdoyant. On exporte des produits agricoles à partir de Dakhla vers l'Europe, contribuant à la continuité des chaînes agroalimentaires et à la sécurité alimentaire des pays européens amis, même en période en fait de crise de Covid. On exporte également en fait vers les pays africains frères à partir de Dakhla. Je parle de produits agricoles grâce à Est-ce que vous pensez, Amin Laridi, c'est bien que vous en parliez. Amin Laridi, tout à l'heure, Abdallah Moutaki parler de ce port Dakhla Atlantique. Donc le projet est déjà dans le pipe, a déjà commencé. Comment justement? Parce que Mahjouba Daoudi a évoqué à juste titre que on ne pouvait pas arriver à l'industrialisation à laquelle est arrivée la région nord, en l'occurrence Tanger, mais c'est grâce finalement à Tanger que tout s'est greffé autour. Je vais y venir. Non, je sais que vous alliez y venir, mais j'essaie d'accélérer le process. Donc en effet, est-ce que comment ces industries transformatives pourraient même apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à tout ce qui est déjà exporté depuis ces provinces, grâce à ce port Tanger plutôt Dakhla Atlantique. Alors avec beaucoup de plaisir. Parlons des locomotives et d'abord pour honorer votre question et de ce qui a été fait aussi pour leur permettre de fonctionner et de rouler. Je reviens à l'agriculture parce qu'elle est fondamentale, parce qu'elle est créatrice d'emplois à forte valeur ajoutée, parce qu'elle répond aux besoins de la population locale en termes en fait d'agriculture, mais en même temps elle est transcendante et elle exporte. Et c'est un investissement qui est énorme qui a été fait, non seulement via la transformation des phosphates en engrais sur place, qui est très important et permettant aujourd'hui justement toute cette mutation agricole en plein désert, mais en même temps grâce au dessalignement
de l'eau de mer grâce à toute une expertise qui a été développée spécialement pour les provinces du Sud et qui profite à l'agriculture, qui profite aussi à l'industrie. Il n'y a pas d'industrie sans eau, mais qui profite aussi aux populations dans l'urbain et dans le rural. Et c'est inouï, c'est du non-vu dans toutes les régions du même benchmark, je dirais en fait avec le même climat, avec les mêmes composantes en fait géographiques. Deuxième point qui est tout aussi important, c'est l'électricité. Je rappelle encore une fois que nous sommes dans des régions avec une abondance de production électrique et le Royaume du Maroc lui-même, il exporte de l'électricité verte en Europe et peut-être en fait bientôt en Afrique grâce à un mix énergétique durable. Et les provinces du Sud connaissent le pic de ce pourcentage ou de ce ratio qui est entre 45 et 51% sur tout le Maroc. Il le dépasse en fait les provinces du Sud grâce justement encore une fois à l'investissement dans des wind farms, dans en fait des fermes éoliennes, mais aussi dans des fermes solaires et aussi dans des barrages. Je rappelle le grand et gigantesque barrage aujourd'hui en cours de finalisation sur Saqi al-Hamra, et c'est très important en fait à retenir et le dire avec beaucoup de fierté. Maintenant, les ressources naturelles et leur transformation, c'est au cœur justement du programme de développement des régions du Sud et c'est aujourd'hui déjà une réalité palpable et visible sur le terrain. La transformation des ressources du pêche, le Maroc, je rappelle, est la principale puissance de pêche de tout le continent africain, non seulement de par la pêche en amont, mais aussi de par la transformation en conserve, mais aussi en farine et en huile de poisson. D'ailleurs, en farine et huile de poisson, nous sommes le leader mondial. Et une bonne partie, si ce n'est la majorité en fait de cette transformation de huile et de farine de poisson, mais aussi de conserve, elle se fait dans les provinces du sud du Royaume du Maroc. C'est-à-dire, c'est des milliers de femmes qui sont issues des régions, qui sont formées avec une logique de transfert de savoir et de compétences, qui sont insérées professionnellement, mais même les sociétés elles-mêmes, le capital, il est détenu en grande majorité par nos sœurs et nos frères marocains des provinces du Sud. Je parlerai aussi également de la transformation en fait d'un bon nombre en fait de ressources, dans les ressources minières, même si ça n'a pas un sens, je dirais, économique pur, parce que toutes les réserves en fait de phosphate sont au nord. Le Sud en fait ne représente que moins de 20%. Je pense en fait on est entre 10 et 15, mais on a fait ce choix d'investir dans la transformation locale encore une fois pour créer de l'emploi en fait local, pour créer en fait de la richesse locale par une logique en fait d'investissement dans la population. Ça, c'est des choses qui sont déjà là, qui sont concrètes. J'ai le plaisir de passer plusieurs semaines chaque année dans les provinces du Sud, que ce soit Lyon, Ad-Dakhla, As-Samara. Je connais même en fait les différents recoins, mais je connais avant tout la population et j'ai un vrai plaisir d'être reçu aussi bien par les chefs de tribus et les dignitaires qui me font le grand honneur d'accueillir chez eux et avec qui j'ai découvert la belle culture hissani, une culture encore une fois de dignité, de générosité, de donner avant de demander, une culture de patriotisme. C'est chez eux que j'ai lu les différents textes justement d'allégeance qui étaient envoyés en fait au travers de l'histoire, mais en même temps de côtoyer la population, le petit citoyen dont je fais partie. Je suis un simple citoyen et de lui parler autour d'un café, de lui parler au bout d'une bonne cérémonie de thé, une tiye ou un aouya. Et ça, c'est très important d'écouter en fait cet honneur déjà pour lui et cette fierté d'être marocain, comme son grand-père et ses aïeux l'étaient. Cet amour qu'il a pour son roi, cet amour qu'il a pour son pays, mais aussi cette fierté de voir son pays se développer et sa région se développer. Je rappelle que des milliers de kilomètres en fait de route avec la même technicité et la même qualité que des autoroutes ont été ouverts gratuitement. C'est des centaines d'ouvrages d'art, c'est des ports et des aéroports, et notamment en fait le port de Dakhla dont vous avez parlé tout à l'heure, madame, qui a été mentionné par monsieur Guterres, secrétaire général de l'ONU, comme projet phare, non seulement du développement du sud du Maroc et du Royaume du Maroc, mais de tout le continent africain. Rappelons qu'on a déjà le port de Tangemet qui est le plus grand d'Afrique, de toute la Méditerranée, mais si on investit en fait à Dakhla, c'est encore une fois, c'est la quintessence de cette volonté marocaine de faire de ces provinces ce qu'elles ont toujours été et ce qu'elles seront dans le futur, une locomotive du développement de tout le continent africain. Et les frères africains, en fait, et j'étais dans une tournée africaine récemment, ils n'attendent que ça. Ils rêvent en fait de voir le Maroc jouer en fait ce rôle qu'il a toujours dans ces provinces du Sud, un rôle en fait de trading, de commerce. Nous allons revenir à ce trading, de diversifier en fait leurs exports et de créer plus de richesses. Nous allons revenir au commerce, Amine Laridi, mais on reste sur les ressources naturelles. Je me tourne bien sûr vers Abdellah Moutaqi, qui est donc ce soir avec nous en tant que membre du Conseil économique, social et environnemental, qui a participé à l'élaboration de ce nouveau modèle de développement en 2013 pour les provinces du Sud, mais qui est aussi secrétaire général de l'Office national des hydrocarbures et des mines, l'ONIM. Professeur Moutaqi, quand on parle de ressources naturelles, si on parlait d'un état des lieux, donc on a parlé des ressources naturelles avec Amine Laridi en ce qui concerne la pêche ou l'agriculture, parlons des autres ressources naturelles, un état des lieux avec vous tout d'abord, et aussi que dit le droit international sur l'exploitation des ressources naturelles dans ces provinces du Sud? Dans les provinces du Sud, comme vous l'avez rappelé, les ressources naturelles sont constituées par les produits de la mer, également par les produits agricoles, par le foncier agricole, les ressources des phosphatières
et également d'autres ressources minières qui sont en cours d'être développées. Alors le Maroc exploite ces ressources dans le cadre d'un modèle qui est conforme aux standards internationaux et qui est également conforme au droit international. Alors, quels sont les mécanismes onusiens qui permettent de gouverner les ressources naturelles de par le monde? Ce n'est pas uniquement au Maroc. Il y a d'abord la Charte des Nations Unies. Il y a aussi le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, ce sont deux mécanismes contraignants que les pays doivent respecter et doivent suivre. Au-delà de ce qui est contraignant, il y a des directives volontaires, notamment la directive des Nations Unies pour les droits humains en entreprise. C'est vraiment un cadre qui est très important, qui est très suivi par les Nations Unies. Il y a d'autres directives de la Banque mondiale, de l'OCDE et j'en passe. Le but et la convergence de l'ensemble de ces mécanismes, c'est qu'il faut que les ressources naturelles profitent aux populations locales. C'est un premier principe clé. Donc la primauté des droits des populations est le premier principe clé d'une exploitation exemplaire des ressources naturelles. Le deuxième principe, c'est le consentement des populations. Et ça, on le voit, que ce soit au niveau de la Charte des Nations Unies ou bien au niveau du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, les populations doivent être consentantes quand on doit aller exploiter les ressources naturelles qui dépendent de leur territoire. Et quand on examine, et puis il y a également une autre résolution des Nations Unies sur la question de la souveraineté permanente des ressources naturelles qui doit être faite qui doit s'opérer dans le but de répondre aux intérêts des populations et à leur bien-être. Donc quand on compare, et ça on le dit depuis le début de l'émission, ce que fait le Maroc sur le plan de l'exploitation des ressources naturelles, on est en phase avec ces piliers du droit international. D'abord, sur le plan du consentement des populations, deux chiffres à signaler dans ce cas-là. D'abord, la forte participation des populations locales dans le cadre des élections, que ce soit en 2015 ou 2016, mais également récemment en septembre 2021. Les taux de participation dans ces élections locales et nationales sont en moyenne de 67% dans la région de l'Aïoun, autour de 64% à Guelmim et autour de 57-58% à Dakhla. Donc ce sont des taux parmi les plus élevés, sinon les plus élevés à l'échelle nationale. Ça veut dire que les populations participent de manière volontaire et volontariste à la gestion de leurs affaires locales. Donc ça, c'est un premier chiffre. Le deuxième, à 65% des investissements dans le secteur des ressources naturelles sont faits par des investissements locaux, avec contre 30 à 35% à l'échelle nationale, donc des investisseurs qui partent des régions du Nord pour aller lancer des projets intégrés dans le Sud, contre peut-être 10% ou moins en termes d'investissements internationaux. Donc vraiment, cette question de primauté de droit et de consentement est respectée. La primauté du droit des populations est révélée par l'évolution des indicateurs socio-économiques de ces provinces. Et je le rappelle encore de manière globale, il se situe dans le top 3 en termes sur le plan social, sur le plan également du revenu par habitant, mais également sur le plan de l'employabilité et l'effort de l'État dans ce secteur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'investissement se fait du nord vers le sud et non pas les bénéfices qui remontent du sud vers le nord. Et vous rappelez tous le chiffre et le rapport qui a été donné par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, c'est-à-dire pour 1 dirham prélevé dans ces provinces du sud, devant il y avait 7 dirhams d'investis. Mais il y a certaines ressources qu'il faudra vraiment, sur lesquelles je voudrais m'arrêter, notamment la question hydrique. La question hydrique, je crois que le Maroc
doit être considéré comme étant un acteur exemplaire sur cette question-là, parce que, ne l'oublions pas, nous parlons d'une région des plus désertiques, des plus arides à l'échelle du globe, en termes de latitude, en termes de climat. Nous sommes vraiment sur des territoires qui sont très très déficitaires en pluviométrie. Il pleut très rare dans ces provinces. Et depuis 1975, le Maroc s'est engagé sur des projets capitalistiques de deux types. D'abord, il y a le dessalement de l'eau de mer. Nous avons aujourd'hui 6 stations de dessalement qui sont opérationnelles, qui produisent une capacité autour de 41 000 mètres cubes par jour. Et 92%, soit 38% à peu près de cette production est destinée à l'eau potable. C'est un chiffre également très très important, parce que normalement, l'exploitation de l'eau, ce qui est connu, le ratio qui est global à l'échelle internationale et même dans les provinces du Nord, c'est que 69 à 70% va aller sur le domaine agricole. Dans les provinces du Sud, le Maroc donne la priorité aux populations, et donc cette question d'accès à l'eau potable, il en fait une priorité depuis 1975. Très bien. Deuxième possibilité pour l'accès à l'eau potable, il y a la déminéralisation de l'eau, parce que nous avons des nappes qui sont saumâtres, en l'état, elles ne sont pas utilisables, et donc il y a un investissement également très important qui se fait pour les déminéraliser et pour les rendre potables. Donc c'est de l'eau potalisable, mais qui n'est potable qu'après de très grands investissements. Donc je pense que la question hydrique doit être mise sur le devant de la scène pour démontrer d'abord l'importance de l'investissement, mais au service du citoyen. Il y a des projets de dessalement qui vont aller sur l'agriculture. Oui, professeur Moutarib, parce qu'il nous reste très peu de temps. De conclure pour le dessalement vis-à-vis de... Oui, je vous laisse conclure. Oui, donc je disais qu'une partie de l'eau va aller sur l'agriculture, donc il va y avoir également là aussi le support de l'État sur ces questions-là, et le lien très important du nexus eau-énergie, parce qu'aujourd'hui, la tendance royale sur cet axe, c'est d'aller faire du dessalement de l'eau de mer en connexion avec les énergies propres, notamment l'éolien et le photovoltaïque. Et on vient de parler également de ces grands chantiers. Nous avons aujourd'hui un potentiel très important dans ces provinces du Sud, qu'ils soient en éolien, onshore ou offshore, mais également sur le solaire, avec des capacités ciblées autour de 1300 MW. Et nous sommes sur des projets aujourd'hui qui sont réalisés, que ce soit en éolien et en solaire, sur des investissements prévisionnels globaux autour de 13-14 milliards de dirhams. Il y a un potentiel humain aussi qui est conséquent, et vous avez parlé de l'accès à l'eau. Il y a aussi cette priorité de l'accès à l'enseignement, notamment supérieur. Et là, je reviens à Mahjouba Daoudi, juste pour rappel, peut-être, tous les projets qui ont quand même atteint un niveau et un taux d'avancement important. J'évoque là la faculté de médecine de l'Ayoun, dont les travaux sont un peu à 70%, qui compte déjà doubler le nombre d'étudiants d'ici l'année prochaine. Bientôt, des écoles s'installent. Il y a une université privée au niveau de Dakhla, le NCG, le NCA, le ST, en tout cas toutes les écoles, les principales écoles, ce soit-elles de commerce ou d'ingénieurs, vont fleurir, et c'est déjà en cours. Maintenant, la question qui se pose, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué ces besoins-là. Vous pensez que ces projets-là, bien sûr, ils sont à court terme parce qu'on parle de 2022, de 2023. Ces projets pourront effectivement répondre à ces besoins de la jeunesse aujourd'hui de ces provinces-là, et aussi de mettre un peu en avant, j'ai envie de dire aussi, la femme sahraoui à travers bien sûr des diplômes, soit-il dans la médecine ou dans l'ingénierie. Et aussi, vraiment, je voudrais m'arrêter avec vous sur cette partie de la femme, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement, et la place de l'enseignement pour mettre en avant cette femme de Sahara Maghribia qui fait quand même la fierté et qui constitue le socle de toute cette société. Pour parler de la femme au Sahara, il faudra revenir sur tous les aspects culturels de ce Sahara,
marocain qui a toujours donné une place très prestigieuse à la femme. La femme a toujours eu ses droits, a toujours eu un patrimoine à elle. Elle a toujours eu son cheptel, elle a toujours eu son commerce et jamais l'homme sahraoui n'a demandé à la femme de l'aider dans les dépenses ou lui demander de mettre une part de son budget dans la famille. La femme au Sahara, c'est une femme qui a toujours eu une notoriété et la femme au Sahara... Mais qui a toujours travaillé aussi. Oui, Madame Daoudi, voilà, sans pour autant subvenir aux besoins du foyer, mais c'est une femme qui aime travailler. Oui, elle a toujours eu son éducation. Toujours la fille a été éduquée au même niveau que le garçon dans la famille. Je me rappelle de mon enfance, mon grand-père, il nous a toujours donné ou contractué un frais à la maison depuis la jeunesse pour nous enseigner le Coran en compagnie ou en parallèle avec les études à l'école officielle. Nous sommes toute cette génération de femmes sahraouis nées dans la fin des années 60 vers le début des années 70. On a tous eu l'éducation nationale de l'école nationale, l'école publique. On n'a jamais eu aucune opportunité d'avoir des écoles privées, mais alhamdoulilah, nous sommes le fruit de cette école-là, nous sommes le fruit de ces efforts que nos parents ont fait pour nous éduquer. Une femme sahraoui dans les années 80, nous étions rares dans l'université, nous étions rares dans les centres de formation qui sont de niveau un peu supérieur, mais alhamdoulilah, cette école nationale, cette école officielle, c'est elle qui a donné cette génération-là. Donc, l'éducation dans les provinces du Sud, on a toujours galéré, nous, cette génération, de notre séparation de nos familles, de notre dépaysement dans des villes du nord du Maroc, vu que nous n'avions pas l'occasion d'étudier. Cette génération-là a la chance d'avoir des projets qui vont subvenir aux besoins que nous avions dans un certain temps. Donc, si je parle de la femme sahraoui, la femme, c'est une femme autonome, c'est une femme qui gère les affaires de la famille, les affaires de la tribu. La femme sahraoui aussi, elle est une femme fonctionnaire, une femme responsable, une femme élue, une femme ministre. On a un exemple. Oui, donc cet honneur que la femme sahraoui a de par déjà sa culture, et la culture elle est très intéressante si on veut parler de la société en général. Donc pour revenir au secteur d'activité que monsieur avait cité avant moi, en ce qui concerne l'éolien, en ce qui concerne le phosphate, en ce qui concerne le côté maritime ou même l'agriculture, ce sont des secteurs, c'est vrai, qui sont porteurs et qui sont vraiment importants pour le développement des provinces du Sud, mais ce sont des secteurs avec un taux d'employabilité très faible. Oui, justement, parce que dans le nouveau modèle de développement, si vous avez suivi avec nous tout à l'heure la présentation d'Abdallah Moutaki, dans ce nouveau modèle de développement de Conseil économique, social et environnemental, il était question d'aller sur plusieurs phases. Et justement, la deuxième phase qui a été recommandée par ce CESE, il s'agit justement de développer des industries, ce qu'on appelle high-tech, qui demandent un certain savoir-faire. Là-dessus, d'ailleurs, je voudrais faire réagir Abdallah Moutaki pour un dernier tour de table, vraiment pour 1 minute chacun. Si Moutaki, si vous pouvez prendre la main par rapport, peut-être un dernier mot par rapport à ce qui vient d'être dit pour clore cette charmante discussion que nous avons eue ce soir. Je crois qu'il y a deux idées que je voudrais rappeler. D'abord, la première, c'est la nécessité d'aller davantage sur des projets de transformation, parce que la valeur ajoutée va être localement augmentée, et puis la création d'emplois va également aller dans le même sens, pour répondre à une remarque qui vient d'être faite par Madame Daoudi. Le deuxième point, c'est qu'il faudrait voir ce nouveau modèle de développement des provinces du Sud dans le cadre d'une planification globale de l'État marocain depuis le plan d'autonomie de 2007,
en passant par le projet de régionalisation avancée, et puis aujourd'hui, on est sur un nouveau modèle de développement de ces territoires. Et dernière idée, c'est que sur le plan de la méthode aussi, je pense qu'il est très important de considérer cette méthode comme étant un repère qui peut être dupliqué dans d'autres régions du Maroc, dans le sens de l'élaboration de manière participative et consultation élargie avec les populations lors de l'élaboration des plans de développement régionaux à l'échelle nationale. Bien sûr, sous la houlette du nouveau modèle de développement national. Du nord vers le sud. Oui. Parce qu'il y a un nouveau modèle de développement qui concerne toutes les régions. Merci beaucoup, Abdallah Moutaqui. Amine Laridi, un dernier mot pour clore. En 30 secondes, je pense que ce soit Madame Mahjouba, je commence toujours par la dame, par respect, aussi Abdallah, ils parlent tous en fait de la même sens, dans le même sens et de la même manière, et moi également. C'est juste en fait peut-être que la perspective, elle change, et d'ailleurs ça me rend tout à fait heureux parce qu'on est unis autour de cette souveraineté nationale, on est unis pour valoriser en fait tous les investissements qui ont été faits par le Royaume du Maroc sous les hautes instructions éclairées de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce dont on parle, c'est d'une part les grandes locomotives économiques, et c'est ce dont parle c'est Abdallah, qui doivent créer plus d'emplois et qui doivent ramener plus d'investissements, et là ils doivent être corrélés à des besoins de masse. Alors on parle de pêche, on parle aussi d'agriculture, mais aussi de transformation sur place des produits agroalimentaires tels que ceux issus du lait de l'ibil, des chamelles, etc., de certains produits miniers. Et on a eu cette discussion il y a, je me rappelle, 15 ans autour du port de Tanger-Med aussi, on parlait de cela. Aujourd'hui la culture de l'entrepreneuriat et de l'emploi, elle a fini par prendre le dessus, et certainement que ce sera aussi le cas, et les emplois ils sont déjà en dizaines de milliers. Il y a aussi Madame Mahjouba qui parlait d'un volet très important, c'est la transformation de la culture locale, qui est un capital immatériel réel, en une locomotive de création de valeur. Et je rappelle que dans le modèle de développement en fait, des provinces du Sud, et qu'aujourd'hui le projet de développement des provinces du Sud qui est aujourd'hui une réalité, il y a un volet valorisation de la culture hissani. Et valorisation de la culture, c'est aussi créer des industries créatives qui sont très importantes, donc autour de l'artisanat aujourd'hui. Il faut Merci Amine Laridi. Malheureusement, le temps de l'émission est terminé. Et également et surtout, juste un dernier point, transformer en fait ces provinces en des provinces de commerce international et de tourisme pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier mot aussi pour clore, Mahjouba Daoudi. Donc, je remercie mes collègues et mes amis qui se sont alignés sur la même idée que j'ai dit récemment, c'est qu'il faut voir les secteurs de production qui vont améliorer ou valoriser plus les produits de terroir, les produits locaux, pour donner plus de chance à la culture d'être un vecteur de développement dans les provinces du Sud, et d'impliquer tout le monde dans au moment où on demande conseil. Il faudra vraiment demander conseil à une majorité de citoyens marocains issus des provinces du Sud pour savoir vraiment les besoins qu'ils ont, et après faire construire les projets qui vont répondre à ces besoins-là et à ces attentes. Merci. Certainement. Merci beaucoup Mahjouba Daoudi, président du Sahara Media Center for Studies and Research, Amine Laridi, expert international en diplomatie économique, et professeur Abdallah Moutaqui, membre du Conseil économique, social et environnemental. Merci madame et messieurs d'avoir répondu à nos questions ce soir. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Je vous souhaite une très bonne soirée.